Et coucou. Drevo et Otsuna. Ça va? Tout se passe bien, ça va. Salut Otsuna. Salut. Comment ça va? Bah très bien. T'as déjà ton fan club, hein? T'as déjà fait quoi? Ton fan club. Ah c'est vrai? Ah c'est vrai. Ils se sont réveillés aux aurores juste pour toi. Il est tôt en plus là. Hein. Ouais, il est tôt, tôt. Bon, t'es pas trop stressé, ça va? J'attends que la partie se lance et ça va le faire je pense. Et toi, Drevo, comment ça va? Ça va très bien, merci. Pas trop de pression non plus? Non, ça va. Bah super. Bon, mais bien sûr, offrez-nous un match de qualité, du tryhard et ça va être bien pour un petit lundi matin de Pâques, tranquillement. Exactement. On va pouvoir se réveiller tranquillement, ça va être super. Bah, je vous laisse regagner vos PC, Oui. mettez-vous en place, on va démarrer bientôt cette première game, allez-y. Oui. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est donc la finale du tournoi Hearthstone de la Gamers Assembly. Ça va être une finale en BO5, c'est-à-dire 3 manches gagnantes. Au départ, il y avait 87 joueurs inscrits, 93 mais 87 qui ont pris le départ de ce tournoi. Et au final, ils sont plus que 2, Drevo et Otsuna. Drevo, effectivement, un jeune joueur de la structure SC Bastia qu'on salue bien évidemment. Drevo qui est un joueur français tout simplement incroyable, hein, extrêmement régulier dans tous les tournois français. Que ce soit également en ladder, il l'a prouvé. Il a notamment fait un top en Master Tour Montréal. Oui. Et du coup, on cheval la plaque lourde, qui est très Et bien. il va faire Targelé pour Tempo à ce tour. Et tout à fait. Et on va se prendre les 4 points de dégâts de base. On a une 1-3-3, une 2-5. Oh, c'est 2-5 qui permet de cycler. Est-ce qu'avec Smite, on n'a pas létal ici? Ça fait 9, 11, On a 9, 12, 14. C'est létal. Et incroyable, c'est Drevo. Drevo qui va s'imposer à cette Gamers Assembly 2022. Un grand bravo à lui. GG. Un match au sommet extrêmement serré. Et franchement, on peut les applaudir. C'est vraiment un match incroyable. Tsuna, venez avec nous s'il On vous les plaît. applaudit, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Bravo. C'était vraiment des matchs palpitants. Chaque tour qui se jouait, on ne pouvait pas savoir qui allait gagner. Ils se répondaient coup pour coup. C'était vraiment assez impressionnant. Bien joué à vous les amis, bien joué. J'ai entendu, je dirais pas. Et ça se chambre un peu. Ça se chambre un petit peu. Bon, le deuxième? Oui, le deuxième du coup, bien Otsuna. Otsuna, bravo. Bravo pour ta performance pour ce tournoi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale? Bah c'était sympa en vrai, il y avait Ouais. des games tendues. J'ai trouvé que j'avais des mains un peu bizarres. Ouais. Et ça m'a forcé d'aller dans des plans de jeu où je gère pas le board, je D'accord, fais t'es rien un peu du tout. sorti de ta zone de confort. C'était assez intéressant, je voulais tester. Bah je me suis dit c'est peut-être la façon de gagner. Ok. J'ai tenté du coup. Ouais. T'as essayé de nouvelles. Ça dure un sacré bout de temps en plus. Ok, d'accord. Donc, Mais c'est bien de peut-être- pouvoir essayer de ça en LAN, en conditions réelles. Ça peut donner un peu plus d'expérience pour les prochaines LAN qui arrivent. Mais en tout cas, c'était un super beau match de votre part. Chaque tour, nous on était derrière, chaque tour Ouais. on se disait. Ah ouais. En fait, moi je m'y connais pas beaucoup en Hearthstone, je vais être honnête, mais on connaît un peu. Et je voyais à bord d'un côté plein. Puis après, c'était l'autre côté, le board était plein et ça se battait, ça se rendait coup pour coup. Et c'était vraiment assez impressionnant. On voyait réfléchir, prendre le temps à chaque fois les tours qui allaient au plus loin. C'était vraiment super. Bravo à vous. Bon, Otsuna, malheureusement, tu ne repartiras qu'avec la deuxième place. Mais aussi, et on va faire rentrer tout de suite le chèque de 650 €. On peut applaudir, Bravo. s'il vous plaît, 600. Otsuna. 600 €. 600, pardon. 600. Ah, je suis généreux, moi. Ouais. Ce sera pour moi, tu donnes 10 kebabs. C'est ça ou pas? C'est bon? Ouais, c'est ça, c'est bon. Et le grand vainqueur de ce tournoi Ouais. Hearthstone, je vous demande d'applaudir le champion de ce jour, c'est Monsieur Drevo. Drevo qui finit premier de cette grande finale Hearthstone. Drevo, bravo à toi. Merci. Qu'as-tu pensé de ce match? Dis-moi. En vrai, c'était quand même assez tendu. J'ai presque cru que j'étais sur le point de gagner 3-1, enfin sur l'avant-dernier match. Ouais. Mais Très serré. ouais, c'était serré. À la fin, il y a eu quand même la prise de décision en fait de tuer une créature ou pas le faire. Et D'accord. je pense que ça pouvait jouer là-dessus. Peut-être que je pouvais gagner là-dessus, mais sinon, très content du gameplay, très beau niveau et des matchs intéressants. Donc j'ai bien aimé. Franchement, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Et on va faire entrer le chèque. Drevo, tu gagnes donc un cash prize de 1000 €. Oui, ils sont là, Ah, on c'est peut pas rien, applaudir. 1000 €, tu vas rentrer chez toi avec 1000 €. Et là,
Là, t'es bien, là. Là, tu repars avec le sourire, là. Tiens, je vais te reprendre le micro, mon pauvre, sinon tu vas plus avoir de place. Et voilà, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Drevo. On va faire une photo de famille. Sous vos applaudissements, nos 2 champions du jour, Oui. Drevo et Otsuna. Bravo à eux. Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse de Magea. Donc comme vous avez pu voir, j'ai gagné la Gamer Assembly de cette année. Donc c'était une finale très tendue, très serrée. Il y a eu beaucoup de prises de décision qui vraiment ont permis de gagner le match complet. Et des games très tricky, hein, vraiment la moindre prise de décision qui a importé dans certaines games, je pense notamment à la game de DH. Et voilà, donc, game très intéressante à analyser, on va voir ça ensemble, et n'hésitez pas évidemment à être, on va dire, actif, c'est-à-dire quand vous regardez avant la prise de décision, réfléchissez vous-même à ce que vous auriez fait, et après voilà, vous regardez ce que je fais moi. Donc, quel deck je jouais pendant cette Gamers Assembly? On va commencer par le premier deck que j'ai joué. On va regarder en direct. Donc, les 4 decks que je jouais, c'était ce DH, ce Warrior, Warrior Quest, ce Mage, Mage Mecha, et enfin Druid, Druid Ramp tout simplement, avec 2 auspices. Et on va regarder ensemble les stats. Donc, les stats que j'ai eu avec chacun de ces decks. Donc, le Druid 3-0, il s'est fait bannir 5 fois. Le DH, 7 victoires de défaite, il s'est fait bannir 1 fois. Ces stats ne comptent pas les stats des cartes finales, demi-finales et finales. Là, c'est vraiment les phases de ronde suisse, donc ce qui te permet de déterminer si t'es top 8. Et le Warrior, j'ai fait 5-1. Donc vous voyez des decks très solides. Il y a juste le Mage qui a fait 6-10, mais il a pris quand même des games qu'il devait prendre. Il s'est fait 3-0 une fois contre X-Blaze. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, deck très solide. Si on devait changer un deck pour une nouvelle line-up, potentiellement le Mage. Mais le truc, c'est que ma stratégie, en fait, c'est de laisser le Druid open. Donc, comme vous voyez, il est à chaque fois open. Il n'est pas banni. C'est plutôt guerrier contrôle que je vais bannir ou quelque chose du genre. Donc, voilà. Ça m'arrivait aussi de ban guerrier quête avec cette line-up. Dans le sens où s'il n'y a pas un meilleur ban, parce que je sais que guerrier quête, c'est très solide. Comme vous voyez, j'ai fait 5-1 avec. Et voilà, donc je laisse le Druid open. L'idée, c'est quoi? C'est souvent d'open en DH. DH se met très bien contre Druid, et d'ailleurs je l'ai pas perdu une seule fois pendant le tournoi en DH contre Druid. D'ailleurs il y a une game très dure en finale, mais j'ai réussi à la gagner. Et voilà, donc l'idée c'est de laisser open Druid. Vous avez un shot avec Warrior même si c'est dur, vous avez un shot avec Mage, et le Druid se fait bannir. Donc on commence par le DH, l'analyse du DH. Quel est le principe? Donc vous jouez Jace en follow-up, enfin en late game, vous jouez Kurtrus pour avoir la capacité de rush. Kurtrus qui se fait buffer par le nouveau sort 1, donne plus 2 d'attaque à votre héros, il peut attaquer un serviteur et le héros adverse, donc, ou 2 serviteurs, il peut attaquer 2 fois en gros. Mais il ne peut pas attaquer 2 fois face. En quoi ça va être très fort cette carte? Tout simplement grâce à Kurtrus et tout simplement grâce à cette 2-2. Cette 2-2 qui invoque des 1-1 à chaque fois que votre héros attaque. Donc si vous faites la curve 2-2 pièce multi-strike pour tuer un serviteur par exemple à 4 PV, vous allez invoquer 6-6 de stats avec 3 de mana. Donc vraiment c'est une très bonne carte, un très bon ajout de sort de Fel, et comme on peut voir les sorts de Fel ne sont pas partis, ils sont toujours ici en standard. Donc on a ce sort de Fel, on a le Chaos Strike, on a le Fel Barrage, on a ceci qui est un nouveau sort de Fel qui est très bien avec tous les nagas qu'on joue. On joue ce naga qui est très fort. Après que votre héros attaque, après vous ayez joué un sort, cette carte attaque et elle est immunisée, donc elle attaque la carte, le héros ou le serviteur au héros le plus bas, enfin au PV le plus bas. On joue également le naga à 1 et on joue également le naga à 5. Les bons pics, ça va être souvent la carte qui répète le prochain sort, mais si vous arrivez à le jouer très tôt, le pic peut potentiellement être le colosse. Si vous manquez de pioche, ça peut être la pioche tout simplement. Et vous jouez un package lifesteal qui vous permet donc de tanker face à des gros géants et de remonter en vie. Pour ce qui est du guerrier, donc le guerrier, c'est cette liste que j'ai jouée. Si on avait un cut à faire, ça serait cut une arme à 1 pour rajouter le Nelly. Nelly a 7 de mana qui je pense est vraiment très forte. Voilà, pour le cut, sinon stabilité, les petites techs contre Shaman qui se mettaient très bien. Dormant pour un tour, Rush,
et immunité quand attaque. Pareil, ça permet de setup un Mr. Smite. Donc c'est l'idée du deck. Pour ce qui est du druide. Donc c'était pas cette liste, mais on va rester sur la liste ici. Donc c'était une liste avec les auspices. L'idée, c'était une liste très bonne anti-aggro, c'est-à-dire que si quelqu'un choisissait de ne pas ban ce druide, c'était très pertinent de mettre les auspices, d'être bien contre les decks qui vont tenter de le target. Et en plus de ça, imaginons que là vous jouiez en ladder, je vous conseille plutôt une liste comme celle-ci, à base de un silence, Ivus. C'est vraiment une liste plus adaptée au ladder. Et de toute façon, je ferai une vidéo sur le deck, donc le deck qui est très fort. Mais pour la méta tournoi, on va dire les decks ne vont pas être les mêmes, les decks ne vont pas être les mêmes. Et pareil pour le guerrier en soi. Donc vraiment adapté à ce que vous affrontez. Et pour ce qui est du mage mecha, le mage mecha qui est très fort, qui m'a permis donc de faire des petits combos grâce à ça. Vous réduisez toute votre main. De toute façon, si vous avez vu la dernière vidéo, c'est exactement la même liste que j'ai ramené à cette Gamer Assembly. Donc comme vous voyez, les decks que je vous présente, c'est vraiment des decks compétitifs et que moi-même j'utilise au final. Et voilà, donc le plan de jeu à base de mecha, vous avez un plan de jeu value possible en découvrant plein de mecha. Donc voilà, on va analyser maintenant ces petites games de Gamer Assembly. On commence par une game très intéressante, une game où voilà, c'est contre Shaman. Pour ce qui est d'équipe, on n'a pas envie de garder Jace, on ne veut pas garder Swordfell, à part potentiellement Frappe du Chaos. Mais là, la carte principale que je voulais garder, c'était Kurtrus. Kurtrus qui te permet d'aller chercher en fait les serviteurs qui veulent geler ton board, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime garder ce Kurtrus. Une fois qu'il est en place, t'as moyen de rentrer vraiment beaucoup de dégâts. Et une autre subtilité du deck, c'est la 2-4. La 2-4, je vais vous la montrer en vitesse. La 2-4 qui, une fois que vous lancez un sort, permet d'attaquer. En fait, ça te fait attaquer une carte adverse, enfin, un serviteur ou peu importe. Ça te fait attaquer. Et du coup, avec Kurtrus, l'Hero Power devient actif une fois que ton serviteur a attaqué. Séquençage, c'est à jouer la 2-4, tu lances un sort. Ok, tu peux Hero Power à nouveau avec Kurtrus à chaque fois que tu as lancé un sort au final. Donc voilà, ça permet de rentrer des dégâts et ça va être pertinent contre les decks lents qui ne poseraient pas de board ou si toi-même tu n'as pas de board en fait. Donc là ici je vais choisir autour d'équiper l'arme, de tuer ce totem. Donc c'est une arme très forte. C'est une arme très très forte qui au final, une fois que tu as infligé à un serviteur des dégâts équivalents au PV de la créature, tu infliges ces dégâts au héros adverse. En quoi ça va être très fort? Parce que tu joues la frappe multiple qui te permet d'attaquer 2 fois. Donc ça veut dire, imagine tu fais exactement le même nombre de dégâts que les PV de la créature, ça veut dire que tu peux attaquer une fois face, une fois la créature, et ça se met très bien. Donc ici, on a un très bon top deck ici qu'on va jouer. Donc l'avant-garde rusée, on va Hero Power, on aurait pu considérer de pièces frappe pour faire encore plus de 1-1. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je sais que l'adversaire peut jouer portail. Et ici, on voit qu'il a un portail en main, je ne peux pas le savoir quand je joue, mais je choisis de jouer de manière optimale contre ce portail. Tout simplement. Donc là, le prochain tour, ça risque d'être le buveur, mais en soi, certes, l'adversaire joue portail, mais la carte autour duquel on peut tourner maintenant, c'est la caverne, la grotte, tout simplement. La grotte qui est le meilleur tour 4 de Shaman. Donc si on aurait pu empêcher la grotte, ça aurait pu être pas mal. Mais en même temps, on ne veut pas se décurver et on veut potentiellement pièce Kurtrus. Donc là, on a top deck un requin. L'idée, c'est comment est-ce qu'on joue au mieux autour du portail. Là, tout simplement, je me doutais que j'allais envoyer mes 2-1-1 dans la 3-4, l'arme face, et jouer le requin glaive, tout simplement, pour finir cette 3-4. Donc là, je vais même me mettre en accéléré parce que de temps en temps je vais réfléchir longtemps, mais je vous explique un petit peu mon séquençage de réflexion. J'ai réfléchi jusqu'au bout, savoir si je voulais vraiment poser beaucoup de 1-1 ou pas, si je respectais le portail. Mais j'ai choisi de respecter le portail ici, j'ai longtemps réfléchi, est-ce que je faisais 7-4-3? Au final, je me suis rabattu sur le play de jouer 7-4-3. Donc là on va face, on joue 7-4-3. On n'a pas non plus un très très gros board, on a 4 créas. Et 4 créas, je pense que c'est le maximum à avoir pour jouer autour de la 3-3 gardien qui va geler. Là, on n'est pas encore au tour 6, donc il ne peut pas jouer le gardien qui gèle le board. Mais
voilà, on se prépare à le respecter au cas où il tente de nous boardlock un petit peu. Donc là, on va voir ce qu'il décide de faire. À tout moment, il peut faire le portail maintenant. Il peut potentiellement aller chercher 7-4-3. Donc à voir s'il choisit de le faire. On va se remettre en accéléré les tours un petit peu de réflexion. On a vu un petit peu avec sa main ce qu'il peut potentiellement faire. Il a le colossal à 7 de mana qui est très fort, hein, qui va se mettre très fort contre les decks tempo. Et on va voir d'ailleurs dans cette game s'il le joue, hein, s'il l'a en main et que la game dure jusque là, vous doutez qu'il va le jouer. Donc là il fait le gazier, il choisit quoi mettre au-dessus de son deck et là il met le gardien. Et c'est là que le dragage devient très très fort, très très pertinent. Pourquoi? Parce que imagine dans le bottom 3, tes gardiens sont bottom 3, et ben t'en mets un au-dessus du deck et c'est ce qui rend la carte super forte. Le sort 1 qui est un sort de feu qui va en plus de ça synergiser avec la 3-4 multicaster qui va te faire piocher une de plus parce que tu lances un sort de feu. Et là voilà, il met le gardien au-dessus de son deck, il a derrière le hara pour geler 2 vagues de board. Donc là on va dire qu'il est dans un très bon spot et c'est à moi de tourner autour du gel tout simplement. Donc là je vais pièce Kurtrus. Ce qui aurait pu être considéré, c'est de suicider ma propre 2-1 pour tourner autour de cette... comment dire? De tourner autour du gardien. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il est susceptible de faire le gardien. Je m'en suis rendu compte après. Et du coup, là, on a une 2-1. On ne veut pas vraiment bloquer notre board, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un play très tricky. On va voir... Après ce tour-ci, donc là on va remettre en accéléré, mais il va jouer le gardien sur ce tour. J'ai fait un play très tricky à base de... je voulais pas bloquer mon board, hein, parce que c'est évidemment ce qui s'attendait à ce que je fasse. Donc là on a un top deck intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire un tour intéressant à base de tuer tout son board, mais en même temps pas nous boardlock. Donc ça va être un play très tricky. Mettez-vous là, vous êtes allongé chez vous, dans le lit, vous êtes devant votre bureau, ou bien dans le métro. Là, vous voyez ce spot. Essayez de réfléchir vous-même, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous prenez le risque de vous boardlock avec cette 2-1 sur le place, en attaquant ces deux créatures, grâce à la frappe multiple, notamment ou est-ce que vous trouvez une alternative pour pas vous boardlock? Est-ce que vous ne tapez tout simplement pas? Est-ce que vous faisiez un tour très mou, à base de juste 4-3? Donc voilà, à vous de prendre la décision ici. Donc moi je choisis de faire 7-2-3. Pourquoi je fais 7-2-3? Pour activer la carte de gauche en main qui va réduire son coût à 0 du coup. Qui va réduire son coût à 0. Ici j'ai le plan de jeu du tour, frappe du chaos, on regarde ce qu'on pioche, on s'en fiche de la cupidité vorace, on passe à 6 d'attaque, je tue ma propre 2-1. D'abord les casters ont cru que c'était un misplay au tout début. Du moins, ils n'avaient pas compris pourquoi ce choix de tuer ma propre carte. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, si on se boardlock et que derrière, l'adversaire gèle notre board, on va dire qu'on n'est pas très content. On n'est pas très content parce que derrière, si gèle into gel, il a gagné en fait, tout simplement. Donc là, on a joué autour du gel à nouveau, en ne mettant pas trop de créatures. Ce qu'on aurait pu faire de manière alternative, c'était juste tuer la grosse créature puis aller face. Mais ce que j'aime pas avec aller face, c'est que du coup il peut geler mon héros. Et si gèle mon board, c'est fini. On peut plus jamais, sur un top deck Jace, on peut plus jamais mettre de dégâts face. Donc voilà, ça aurait été terrible. Pour ce qui est du spot, donc là on va voir ce qu'il décide de faire. Soit il décide de faire Lara maintenant, soit il se dit je fais multicaster. Mais s'il fait multicaster, il doit geler ce board. On a quand même un board très menaçant ici. Donc là, il va geler ce board. Il a le Bran en place. Ça veut dire qu'il va piocher énormément sur le multicaster si je le tue pas. Et en plus de ça, il y a le prochain tour. Le prochain tour, c'est Brukan. Étant donné que ces cris de guerre se déclenchent 2 fois, on va dire que c'est très dangereux de laisser ce Bran. Donc là, j'ai réussi à avoir un moyen de le gérer. Donc le barrage, c'était le seul out pour le gérer. Du coup, on est encore dans la game ici. On est encore dans la game, à voir s'il a le moyen de gérer tout notre board. Et là, il top deck quelque chose qui va le mettre très très bien. Pourquoi? Parce qu'il a un out de gérer tout ce board. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va faire un très bon tour de gestion. Et une fois que mon board est géré, on va dire que c'est lui qui a une 11 en place. C'est lui qui a la tempo. Et on va dire, dans un spot qui est pas très ouf. Donc il va faire Hero Power, Bioluminescence.
et portail, et du coup faire exactement 3, tuer tout notre board, et là on est dans un spot, on est très bas en PV. Donc là l'idée, on va sûrement frappe du chaos, faire un trade, on regarde ce qu'on a, Hero Power Face pour augmenter le heal, et faire 7-4-3 sur ce spot. Donc voilà, on est encore dans la game, on n'est pas mort sur Brukan. Et ouais. Au final, Shaman c'est vraiment un deck que j'ai beaucoup aimé. Enfin du moins, j'aime beaucoup le deck et j'aime beaucoup la liste de Tsuna. Enfin on va dire avec le Colosse 7, à 7 c'est très bien. On va dire en méta tournoi, les decks ici je les ai beaucoup aimés, notamment le Hunt Quest, le Shaman. C'est des decks que j'ai beaucoup aimé, même le voleur en méta tournoi. C'est des decks que je vais tester en ladder parce qu'ils ont de quoi être aussi forts en ladder tout simplement. Donc voilà, il a fait le tour de Brukan, il a choisi de ne pas y aller en plan de jeu burst. Il s'est dit le seul moyen de perdre la game, c'est tout simplement de que moi-même je le burst, tout simplement. Il a peur d'un Jace, là il a 23 PV, il voulait pas rester à 17 sur un Jace, sur un malentendu, voilà. Il joue safe, et de toute façon il a un gros board de setup. Et il a une grosse créature que je dois tenter de gérer. Donc voilà, beaucoup de decks que j'ai apprécié. Malheureusement, t'es dans une méta tournoi, tu dois choisir seulement 4 decks. Mais beaucoup de decks du coup que je vous présenterai. Je vous présenterai en détail également les decks de cette Gamer Assembly, comment jouer les decks, comment les optimiser pour le ladder, selon ce que vous affrontez, tout ça. Donc voilà, on fait le Jace, on voit les effets qui s'appliquent de répéter tous mes sorts de fel. Je vais pouvoir taper 2 fois ici, Hero Power pour soigner au maximum, et on va aller face. C'est dommage ici qu'on puisse pas tout gérer, un 7-11 qu'on ne peut pas gérer. Du coup on met l'adversaire à 12 PV. Et là on voit que l'adversaire a le petit Colosse à 7 qui risque de jouer d'ailleurs. A voir, soit il décide de jouer le Colosse maintenant, soit il choisit de partir en pioche. Mais le Colosse me paraît le plus pertinent ici, il peut prendre un bon trade, faire Hero Power, jouer ce Colosse. Et ce Colosse, pourquoi il est très chiant? Parce que pour chaque créature qui meurt, il va gagner les stats d'origine. Donc là, on voit qu'on a un gros board à gérer. Et on va le mettre en accéléré, mais je vous laisse réfléchir avant tout à ce tour. C'est-à-dire comment potentiellement rester dans cette game en fait. Et oups, attendez. Est-ce que je n'aurais pas fermé ma page? Non, tout va bien, hop. On revient dessus, on a joué la 4-3. Et là, on voit qu'on récupère barrage gangréné. Barrage, du coup, je vois l'out. L'out ici de blesser 7-3-5 et de lui infliger 3. Donc là, ça voudrait dire qu'il passerait à 2 PV. Là, ça revient à 50-50. 50-50 de est-ce qu'on tue la 3-2 ou on la tue pas? Parce qu'il y a 2 cibles. Et là, on voit qu'on la tue. Ça veut dire qu'on est potentiellement encore dans cette game. Et là, on va faire la frappe multiple avec l'arme ici pour se soigner. Et voilà, on va se soigner de 12, mais en même temps on perd 4, donc on se soigne de 8. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore mort dans cette game. Et on a la reine Ashara. La reine Ashara qui est, je crois, active, parce qu'on a joué beaucoup de sorts. Donc là, on va dire que, voilà, malgré tout ce qui a pu se passer, on a bien joué autour du gel, et on est encore dans cette game, parce qu'on a tout le long joué autour du gardien. Donc voilà, il va multicaster. Je pense qu'il va en faire un deuxième. Il pourrait même considérer de Brukan multicaster, mais je pense pas que ça soit nécessaire pour le coup. Parce qu'il a un autre multicaster en main. Donc il va piocher first et il risque de faire multicaster. Enfin plutôt Lara d'ailleurs. À voir ce qu'il choisit de faire. Ouais, multicaster est peut-être plus pertinent. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher. Donc il récupère la grotte. Il aurait pu se dire vas-y je fais la grotte. C'était aussi acceptable, hein, parce que s'il joue pas la grotte maintenant, il la joue jamais en soi. Mais l'argument qu'il a eu en fait, c'est qu'on n'a plus de lifesteal, tout simplement, on n'a plus de lifesteal. Cette game va se finir potentiellement prochain tour, parce que cette 11-10 serait sans vie. Donc là, il se dit, hop, je pioche plus et je setup létal pour le prochain tour. Il augmente ses chances de nous tuer prochain tour. Donc là, il va face, et du coup, on va jouer notre reine. L'out ici, selon moi, c'est d'avoir le Colosse qui mange tout le monde. Le Colosse qui mange tout le monde ou le Colosse de prêtre qui va forcer cette 11-10. C'est une chance sur 3 de taper notre Colosse. Tout simplement.
Donc là, on va découvrir un colosse. Je crois que je vais pas longtemps hésiter hein, sur le pic. Je réfléchis quand même jusqu'au bout pour savoir si c'est quand même la pioche. On prend le colosse. On a le colosse de druide, mais malheureusement, ça va pas nous permettre de gagner. Donc voilà. On a pris les outs, on n'a pas abandonné jusqu'au bout et on voit qu'on a bien tenu Shaman. Un Shaman qui pourtant est sous Brucan, qui a eu un très bon early. Mais voilà, le match-up contre Shaman peut être dur, surtout s'il y a Brucan. Il y a les listes sans Brucan qui font que je me sens vraiment devant parce qu'il n'y a pas cette capacité de heal en fait, tout simplement. Donc voilà, il a tout simplement l'étal avec bioluminescence et le burst. Donc voilà, cette fin de game 1, je vous ai donné un petit peu les explications de pourquoi mes plays. On va maintenant passer à la game 2. On va passer donc, au mulligan de cette game 2. Hop. C'est une game intéressante ici. Donc là, il y avait le choix... attendez, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Non, c'est bon. On est en mage. Mage contre guerrier. L'adversaire a piqué le guerrier. Et donc là, je vais choisir de tout keep. C'est instantané. Pourquoi on keep tout ça? Parce que contre guerrier un petit peu lent, donc c'est un guerrier charge contrôle. Et bien... l'optique, c'est de faire des OTK à base de... vous réduisez le coût de votre main et vous faites mecha requin, et du coup derrière, si vous jouez 5 mecha, vous allez faire 32 dégâts, plus le 3 dégâts de quand vous jouez le deuxième mecha requin. Donc voilà, si jamais vous arrivez à découvrir un troisième mecha requin, bah en fait vous faites un gros OTK à base de... c'est simple, on va calculer à la calculatrice, voilà. En même temps qu'il y a mon tour, là, il y a le choix de... C'est un choix intéressant sur le tour 2. J'ai longtemps réfléchi de est-ce que on joue cette 1-3 uncurve ou pas. Là je me suis dit est-ce que vraiment on garde tous nos mechas et on se dit hop on fera mecha requin, on joue les mechas pas chers, ou est-ce que je joue cette 1-3. Et en fait j'ai regardé cette decklist, il n'y a qu'un seul sort à 2 qui lui permet d'aller chercher cette 1-3 dans son deck. Un seul sort à 2 qui inflige 3, donc je me suis dit ok c'est correct de jouer cette 1-3, j'ai la curve de la 3-4 et je peux pas être passif non plus contre guerrier et charge. Si la Vandar sur le tour 4, c'est terrible. Donc voilà, on ne peut pas être passif, c'est pour ça que j'ai joué cette 1-3. Donc là, on est très content, cette 1-3 survie, et on va calculer du coup, on joue 2 méca requins, plus 3 méca requins, plus 9, 9, 9, 9, 9. Donc on peut avoir 54 de dégâts si on arrive à découvrir un méca requin. Donc là on voit les pics que j'ai. Je vais piquer le vaisseau mère parce que c'est un body avec Ral d'agonie. C'est chiant pour guerrier à le gérer. Mais voilà, si on arrive par miracle à découvrir un nouveau méca requin, on peut avoir un OTK. De quoi 54 c'est énorme en fait. 54 ça permet de passer l'armure. Parce qu'en fait vous allez avoir du board qui va pusher des dégâts. Donc ça va être... impossible pour guerrier d'être out of range. Ok. Donc voilà, on est dans un spot. Prochain tour, ça risque d'être le sort à 3 où on se dit on chill peut-être. Peut-être qu'on va avoir une autre carte. En fait là, on veut vraiment grid ce sort à 3. C'est-à-dire on veut le jouer à la fin. On veut le jouer quand on a beaucoup de cartes à réduire. Et être sûr de pouvoir OTK avec beaucoup de cartes pas chères tout simplement. Et là on a un top deck que je vais choisir de jouer tout simplement, parce que ça va booster le mecha 2-4, donc le mecha qui va gagner +1/+1, et je pense que je vais juste ping, donc ça va dépendre de ce qu'on top deck, ça dépend. Si on a la 2-3, ce que je me dis c'est qu'on va jouer l'amalgame 2-3 parce que c'est de la value. C'est de la value, et la value c'est ce qu'on veut faire. Et là on voit qu'on a un colosse à 8 mais qu'on ne veut pas prendre, hein, c'est trop cher. Donc là on va juste prendre l'amalgame dans ce spot. Et voilà, on cherche à faire de la value. Il y a une autre 3-2 qui va nous permettre à nouveau de piocher. Les choix à côté étaient pas ouf. Donc voilà, cette 3-2 qui permet de piocher, c'est un très bon mecha, hein. C'est d'ailleurs ce qui rend le mecha aussi stable. Donc certes, j'ai eu des stats pas terribles avec le deck. On va dire, c'est pas qu'elles ont pas été terribles, c'est qu'il y avait des gens qui tentaient de target ce deck. Notamment, je pense à X-Blaze, qui m'a mis 3-0 sur ce deck. Donc j'avais perdu contre lui dans les rondes suisses. Et voilà, si tu choisis de target le deck, il y a beaucoup de cartes, enfin beaucoup de decks qui peuvent être bons contre. Donc il va faire la baston. La baston, malheureusement, ce n'est pas la meilleure créa qui reste en vie. On aurait pu avoir la 4-6 qui reste en vie, et derrière, il n'était pas dans un très bon spot. Donc on va découvrir un mecha. Vaisseau mère, ça me paraît d'être le pick le plus pertinent. Et là, il y a le choix de est-ce qu'on joue la 3-2 ou pas. Mais là, je vais choisir. Je crois que je vais longtemps réfléchir. Je vais jouer le sort à 3.
Pourquoi? Parce qu'on peut potentiellement avoir un kill très bientôt. Là en fait on voit qu'il est à 25 PV. Il est à 25, du coup si on joue méca requin, et derrière on joue 3 méca, donc ça va faire 3 plus 6 plus 6 plus 6, ça va faire 21. Seule condition, c'est qu'il faut 5 places sur le board. Est-ce qu'on a 5 places sur le board? On a 5 places sur le board. Donc là, potentiellement, s'il ne gagne pas d'armure, il est mort sur le spot. Mais il y a de grandes chances qu'il fasse juste Hero Power, tout simplement. Mais par exemple, imaginons qu'il avait top deck l'arme à 4, qu'il se dise « Ok, je vais jouer l'arme à 4 maintenant », pour piocher, bah derrière, il était mort, en fait. Donc là, en fait, c'est pour ça que j'ai fait le sort à 3, j'ai pas plus grid, parce que là, je suis dans un spot où je lui dis concrètement, bah, s'il gagne pas d'armure, bah il est mort. Il le sait pas forcément, mais il voit deux keeps. Normalement, tu vois l'équipe adverse, et là, il a observé, il m'a dit lui-même à la fin du match, qu'il a observé l'équipe à la main, enfin de ma main, qui ne bougeait pas. Hein. Il m'a dit lui-même, il a vu des cartes à gauche qui ne bougeaient pas. Il se doutait de ce qu'il attendait. Hein. Tout simplement, c'est des cartes à garder contre guerrier contrôle, et c'est les cartes à réduire, et c'est comme ça que tu vas vraiment OTK le guerrier. Donc là, il réfléchit longtemps et il ne va rien balancer. Mais du coup, je suis 2 off sur le spot. Et là, on voit vraiment, bah c'est pas loin. Et on a un très bon top deck ici. Très très bon top deck. Et là, on se dit, est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on le joue pour derrière faire ce sort à 3 ou est-ce qu'on prend un plan de jeu alternatif? Et là, j'ai choisi de mettre un plan de jeu alternatif, de faire un plan de jeu alternatif à base de, ok, dans tous les cas, il a l'air de partir sur... En fait, c'est l'analyse que j'ai faite. Il a l'air de partir sur un plan de jeu où il ne tue pas les créatures. Il veut nous laisser avec nos créatures. Donc je sais qu'il va pas vouloir tuer nos créatures. Il va pas vouloir gérer notre board. Donc il va accepter de tanker juste pour pas mourir sur l'OTK. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de faire le vaisseau mère dans ce spot au lieu de la 2-3 en me disant que dans tous les cas, bah, il va pas gérer nos créatures. Donc ça sert à rien. On pourra pas le tuer. Donc on fait juste ce vaisseau mère. On ping face. On value les dégâts du ping, ça sert à rien de jouer une créature de plus parce que dans tous les cas, on veut garder notre place pour OTK. Et là, on va voir si l'adversaire choisit de encore rien faire, de ne pas gérer. C'est quand même 9 de dégâts sur le board. Hein. Et là, on voit qu'il a top deck un sort à 2 qui va gagner de l'armure. À voir s'il choisit de trade son sort à 3 d'armure. Je pense qu'il va choisir de le garder parce que il a le sort à 10 qui fait donc une AOE en main. Donc voilà, la synergie, sauf que voilà, là t'as pas vraiment envie de tuer cette 5-4, donc là ce qu'il pourrait considérer c'est de faire l'armure, tuer cette 5-4 et faire une AOE derrière, sauf que s'il fait ça, on peut voir dans sa main, il n'a aucun moyen de gérer un nouveau board. Si t'as aucun moyen de gérer un nouveau board, bah ça veut dire que bah, tu peux pas te permettre de ne pas grid, tu dois grid tes ressources. Donc c'est pour ça que là, il ne gère pas mon board, et dans tous les cas, même si gérait tout mon board, bah on a l'OTK à base de... On a 2, 4 de mana, 5, 6, 7, hop. Et là, on a je crois, 27 de dégâts depuis la main. Donc là, on va voir quelle décision il choisit de faire. Je pense qu'il va gagner juste de l'armure et Hero Power. Donc il garde ce sort à 3. Et voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on avait la bonne lecture. Il ne veut juste pas tuer nos créatures. Donc vu qu'il ne veut pas tuer notre créature, on a le sommaire. Là, on va jouer la 1-2 plutôt que la 2-3 qui pioche le sort. L'idée, c'est vraiment de value la tempo. Et si on peut découvrir une nouvelle 5-4 pour encore plus de pression, on le fait, tout simplement. Et là, on voit qu'on découvre un sommaire. On aurait pu se dire, on prend le Go Riobot, parce que c'est de la pression, enfin, c'est de la value, tout simplement. Mais la question, on est dans un spot, est-ce qu'on a vraiment besoin de value? Et là, la réponse est non. On préfère la tempo, on préfère le forcer à faire une AOE de façon à ce que, ok, une fois qu'il a géré notre board, là on a déjà 10, 11, 12, 15 de dégâts sur le board. C'est-à-dire que bah, s'il ne fait rien, bah, il est mort, tout simplement. Il va mourir en 2 tours. Donc là, on va voir s'il se permet de tanker encore, et on voit qu'il n'a pas top deck de pioche, tout simplement. Donc là, à voir. Normalement, en fait... Pourquoi là il choisit de ne pas gérer mon board? Parce qu'il a la lecture que ma main à gauche ne bouge pas. Parce qu'il a la lecture que ma main à gauche ne bouge pas, il ne peut pas se permettre de gérer ce board. Parce que même s'il gère ce board, dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir les repop d'une 5-4. Il peut shield slam une des deux 5-4, mais il y aura l'autre, tout simplement. Donc là je crois qu'il va juste trade la plaque lourde. On va regarder. Ah, il va le jouer quand même. En fait, ouais, c'est ça. Il veut juste me board lock ici.
Il veut me boardlock. Et en fait, l'idée pour lui, c'est de survivre. C'est de survivre, c'est de se dire, ok, les mechas qui vont réapparaître ne vont pas être terribles. Donc là, on voit, il y a 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 d'attaque sur le board, mais il est à 22. C'est-à-dire que potentiellement, là, si le board ne change pas, il n'a pas à gérer ce board, il a juste à top deck Galvangar, puis ensuite, il a juste à top deck le manipulateur sans visage, et on voit que depuis le spot, il a gagné en fait, tout simplement. Il a gagné depuis le spot. Il peut avoir 36 de dégâts, s'il top deck exactement le bon séquençage de cartes. Donc là, justement, c'est à moi de réfléchir, quels sont les seuls moyens de perdre la game. Quels sont les seuls moyens de perdre la game? Et ça va être tout simplement de se faire OTK tour 9. Je sais que l'OTK peut arriver tour 9, pas avant. Donc là, je vais jouer un taunt. Et l'idée, c'est qu'on lui force à gérer ce taunt. Pareil, il est très bas en PV. Ce qu'on aurait pu considérer, c'est de ping notre 0-2 pour faire de la place sur ce board. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait maintenant, en tout cas. Donc là, on est au tour 8. Et on voit qu'il a top deck le faceless. Hein. Du coup, là, potentiellement, il lui manque une seule carte. Une seule carte et il a gagné cette game. À condition de quoi? De tout simplement passer ce taunt. C'est pour ça que j'ai mis ce taunt. C'est que ce taunt, en fait, va le déranger. Ce taunt fait qu'il n'a pas l'étal, même au tour 9. Voilà, la puissance des taunts, la puissance de connaître les match-ups que vous affrontez, de savoir, d'identifier le seul moyen de perdre. Dans tous les cas, l'adversaire est en plan de jeu greedy, c'est-à-dire il gride ses ressources pour se donner les meilleures chances de gagner sur le séquençage de pioche. Et justement, comme on voit que dans tous les cas, on va l'agresser et la partie ne va pas durer, c'est ce qu'il faut se dire. La partie ne va pas durer, lui-même le sait, et l'idée c'est qu'il essaye de survivre jusqu'à la combo. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes devant, vous jouez juste safe, et voilà, vous ne pouvez pas perdre. Donc là, on n'a rien qu'on peut faire, donc on va juste aller full face, et on va ping notre propre 0-2. L'idée de ping cette propre 0-2, c'est quand elle meurt, elle inflige 4 euros adverses, on se donne une place de plus sur le board, et on a envie de partir en OTK. Donc voilà, si ne tue pas ce board, dans tous les cas, il a perdu la game. Est-ce qu'il a un moyen de tuer ce board? Non, il top deck le Nelly, donc là il va partir en tour de Nelly. Je vais la mettre en accéléré, parce que en soi, la game est finie en soi. Donc là, il va jouer Nelly, il va faire un play à base de... il se donne le maximum de chances de ne pas mourir. En faisant un play à base de... Il joue tous ses serviteurs. Il va jouer ses tours de front pour tenter de ne pas mourir. Mais le truc, c'est qu'on a les méca requins et il se doutait de ça de toute façon. Il se doutait que les méca requins étaient bien au chaud à gauche de la main. Donc il joue la Nelly. Et si jamais vous vous demandez comment ça se passe l'interaction, si vous invoquez une copie de ce colosse, là ce qu'il aurait pu faire, ça ne le faisait pas gagner si jamais, mais ce qu'il aurait pu se faire pour augmenter ses PV. Ok, je crois qu'il y a eu un bug ici. Donc il y a eu un bug, il y a eu un petit crash. Hop, du coup là vous voyez la petite vue sur le cast. On vient sur la game. Mais du coup s'il avait faceless la 5-5, il aurait eu une 2-6 provocation. Râle d'agonie ne donne rien, c'est sûr. Mais il aurait une 2-6 provocation. Donc ça aurait permis de tanker un peu plus les méca requins, mais on voit que ça aurait jamais été assez. Donc là on va juste jouer tous les méca requins, on joue toute notre main de méca tout simplement. Et cette game est tout simplement finie. Donc voilà, game très intéressante. Je sais pas si vous auriez fait vous-même toutes ces prises de décision à chaque fois, ou est-ce que vous auriez été plus en mode all-in, le sort à 3 plus tôt, tenter les requins plus tôt, mais voilà. L'idée, c'était une game qui était pas non plus très dure. On se retrouve maintenant sur la game de DH contre Druid. À la fin, c'était très tendu en fait sur les pics. Donc là, ici, je vais choisir de garder que le cachet. Et c'était très tendu sur les pics. Pourquoi? Parce que en fait si j'affrontais le guerrier, on n'est pas forcément content de l'affronter en fait avec ce DH. C'est à dire qu'on a vraiment nos chances de gagner contre le guerrier, mais on va dire que il a beaucoup de cartes d'armure, et vu qu'il a beaucoup de cartes d'armure, le bullshit passait par la 5-5 et avoir des sorts pas chers qui soient forts, qui n'est pas Vandar, donc voilà, ça va être quoi être tendu quand même. Là déjà on a un choix intéressant. À partir de là, mettez pause et dites-vous ok, qu'est-ce que je ferai maintenant? Est-ce que je fais la frappe multiple avec cette 2-2 pour vraiment mettre de la pression? Est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce qu'on met juste l'arme
en place? Est-ce qu'on fait juste hero power? Donc voilà, beaucoup d'alternatives. Est-ce qu'on drop juste la 2-2 en tempo, tout simplement? Donc voilà. En fait, le problème avec drop la 2-2 en tempo, c'est qu'il y avait de grandes chances qu'il nous joue juste hospice. Il jouait une ou deux hospices. Je crois qu'il jouait potentiellement 2 hospices. Donc, ce que j'aimais pas avec drop cette 2-2, c'est l'hospice, tout simplement. Donc là, dans ce spot... Après, il y avait un monde où on jouait la 2-2. Un monde qui était vraiment envisageable. Donc là, je vais juste trade des hero power. En fait, pourquoi? Parce que quand je vois l'arme, j'ai un petit plan. J'ai un plan, je veux garder la frappe multiple, je veux garder l'arme, et vous allez comprendre pourquoi on a fait tout ça. Et justement, il y avait beaucoup de joueurs qui me regardaient et qui, de base, quand ils voyaient ma main, ils se disaient, bon, je vais juste partir avec la 2-2, potentiellement faire cette frappe multiple pour mettre du board. Et au final, on voit, on est face à un druide qui a une 4-4 sur le board. Et voilà, là, je vais choisir de jouer 7-2-2, hero power. Et je garde cette arme. Je garde vraiment cette arme parce que j'ai déjà fait ce match-up. Et j'ai déjà fait ce match-up, je sais comment on peut rentrer énormément de dégâts. Vous allez voir comment c'est possible de rentrer beaucoup de dégâts. Donc là, il n'a rien à faire tour 3 à part le sort à 2. Pour tenter d'avoir potentiellement, je sais pas, Guff, tenter d'avoir autre chose. On va voir ce qui pique sur ce sort à 2. Donc il a le choix de prendre Guff. Est-ce qu'il va prendre Guff? Telle est la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que Guff? Le géant en soi va coûter 5 de moins s'il fait pièce nourriche. Ensuite 7 de moins, donc ça veut dire qu'il coûtera plus que 8 s'il joue un sort à 7. Et ensuite 7 de moins s'il enchaîne à nouveau sur un sort à 7 ou nourriche plus un nouveau sort. Donc voilà, c'est pour ça que ici il n'a pas pris Guff et il a pris le géant. Donc là c'était très tricky. C'était un choix en fait, parce que là l'idée qui s'est dit c'était ok, je veux jouer ce géant très tôt et je veux en fait reprendre la tempo assez vite. Donc là même il va coûter 18, moins 5, 13, ensuite il va jouer un sort à 7. En fait il avait la curve. Là on peut se dire mais pourquoi il a pas pris Guff? Et en soi je peux le comprendre, hein. Vu sa main, pièce nourriche, into sort à 7, into sort à 7 géant. C'est quelque chose de très strong, hein. Globalement, c'est quelque chose, t'as moyen de lock la game là-dessus, en fait. Parce qu'en plus de ça, il va pouvoir gérer cette 2-2 en faisant pièce nourriche, parce que cette 4-4 va pouvoir rusher. Et là, on voit qu'on a top deck la reine Ashara. On a top deck cette reine Ashara, et là, on a choisi de juste faire le Need for Greed qu'on a top deck, au passage, et avec un coup d'hero power. Et là, vraiment, l'idée, c'était de piocher cette 5-5, piocher des ressources, et avoir plus de solutions, de quoi faire. La question de est-ce qu'il va jouer cette 1-3 rush ou pas, c'est un choix intéressant ici. Mais il n'y a pas de raison de jouer cette 1-3 s'il la joue c'est en tant que taunt. Ici il va juste hero power parce que ça se met mieux, parce qu'il va faire sort à 7 into sort à 7 et 1-3 rush, c'est l'idée. Donc voilà, ici on accélère un petit peu, on arrive à mon tour, reine Ashara, il faut jouer 3 sorts. Il va falloir jouer 3 sorts, je vais commencer par frappe du chaos. Frappe du chaos, et là on se dit ok, il faut remettre de la pression. Potentiellement, il a le sort à 7 prochain tour. Donc là, c'est ce que je fais. Je vais taper et on va avoir plein de petites 1-1 qui arrivent. Et là, la question, qu'est-ce qu'on fait avec le mana restant? On pourrait se dire, ok, on fait frappe pour pouvoir profiter de ces 2 dégâts supplémentaires. Là, je pourrais me dire, ok, là, j'ai déjà donné 2 d'attaque à mon héros. Je pourrais faire une frappe, celle à 0 par exemple, plus hero power, et comme ça, je rentre 5 face. Là, il est à 21. Et en plus de ça, je réinvoque une 1-1. Mais en fait, on a l'arme en main. L'arme, on a notre plan de jeu depuis le tour 2 en fait. Tour 1, tour 2. Le choix de ne pas jouer cette arme avant. Et on va le faire maintenant. Pourquoi? Parce que on sait que le tour 7 arrive dès maintenant. Le tour 7 arrive dès maintenant et je sais que les géants peuvent arriver à tout moment. Les géants peuvent arriver d'ici, pas ce tour-ci, mais le tour d'après. S'il a exactement le sort à 7. Et on voit que la curve du druide est vraiment pas mauvaise, hein. En soi, on a nourriche, pièce nourriche, into le sort à 7 qui gère tout le board, on a 21 PV. Là, on se dit, voilà, du côté du druide, on est bien en fait. On est très bien, on a réussi à stabiliser. Et là, s'il n'y a pas de Kurtrus, on est très bien. Et là, qu'allons-nous faire? On va juste drop 7-1-3 et faire les doubles sorts à 3 qui coûtent 0. Quand vous jouez un Naga, ces sorts coûtent 0. Ça va les face, évidemment. Et on a cette petite reine Ashara. Et là, ça va être longtemps un moment de réflexion. Ça va être un moment, ok, comment on gagne la game?
qu'est-ce que va faire l'adversaire prochain tour? Qu'est-ce qu'il est le plus susceptible de faire? Et là, je vais longtemps réfléchir. Je vais me dire, est-ce que je fais un colosse parce que voilà, là, un colosse, ça met du board. Est-ce que je prends la pioche parce qu'on veut vraiment aller jusqu'à Kurtrus si on a Jace, bah, on a de quoi avoir énormément de dégâts sur Jace. Donc voilà, ça peut être un out. Est-ce que on prend cette arme à 2 pour faire des dégâts directement au héros adverse parce qu'il est déjà très bas en PV? Et à la fin, j'ai fini par prendre la carte qui m'a potentiellement fait gagner la game. Et j'ai pris ici l'anneau des marées. J'ai réfléchi vraiment longtemps parce qu'il faut vraiment imaginer tous les séquençages, tout ce que Druid peut faire. Je sais que Druid a accès au géant prochain tour. Donc s'il a l'armure au prochain tour, ben voilà, il va falloir passer beaucoup de géants. Et vous allez voir une interaction peut-être que vous n'avez pas vue, mais vous verrez quand je présenterai le deck. C'est l'interaction des frappes multiples. Si tu joues plusieurs frappes multiples, tu ne vas pas attaquer seulement 2 cartes, mais tu peux attaquer un autre serviteur en plus. Donc pour chaque frappe multiple que tu vas jouer, tu peux attaquer un serviteur de plus. Et potentiellement finir par aller face. Et là, le fait que je vous ai donné cet indice, eh bien ça va peut-être vous faire le déclic. Et là en fait, tout simplement, on aurait pu se dire, ok, d'un point de vue Otsuna, s'il fait juste l'armure, ok, il fait juste l'armure, il ne pose pas de géant, et il est safe. Il aurait pu avoir une petite indication, c'était quoi? C'était que je garde cette arme précieusement. Je ne l'ai même pas utilisée pour tuer cette 2-1. Et là, j'ai gardé cette arme, pourquoi? La réponse, dès maintenant, et là, vous allez voir qu'on peut faire 2 d'attaque, 4 d'attaque, 6 d'attaque, avec Hero Power, 7 d'attaque, et on voit qu'il y a un géant 8-8. Là, ça va être très très précis dans le séquençage. C'est-à-dire qu'il faut dès maintenant mettre cette 3-3 dans la 11-11. Et là, on voit que les créatures sont au même nombre de PV exactement. Et là, j'ai recompté plusieurs fois. Et si vous avez bien compté, c'est un létal au tour 7. Donc voilà. C'est un létal. Et bien sûr, il fallait connaître l'interaction pour pouvoir tout simplement savoir qu'il y avait létal maintenant en fait. Savoir qu'on pouvait taper plusieurs fois et voilà. C'est un létal tricky, je l'ai vu assez vite parce que ça faisait un peu partie de mon plan de jeu. Je m'attendais à ce que la game se passe comme ça. Et voilà. C'est pour ça qu'on l'a vu assez vite. Donc on va enchaîner sur la game numéro... c'est la game combien? C'est la game numéro 4. C'est ça, il y a 2-1 pour moi. Dans ce match, il y a 2-1 et on joue contre Druid. Et on va dire que c'est le match-up le plus compliqué, c'est-à-dire que même Mage a un meilleur shot contre Druid que a un shot le Warrior. Mais cette game va être très très intéressante. Game très intéressante, beaucoup de prises de décision à base de est-ce qu'on trade pas, et vous allez voir que la game a l'air très vite perdue, et au final on s'en sort bien. Donc là on va choisir de juste mettre une 2-2, on aurait pu se dire on pièce drop 3 parce que voilà, un drop 3 se fait pas gérer facilement sur une 3-1 rush, mais j'ai envie de curver ici en fait. J'ai juste envie de curver et de garder cette pièce. Je me dis que cette pièce pourra mieux se mettre. Dans tous les cas, là, l'idée c'est de faire tour 2, tour 3, plus l'arme. Donc ça va être l'idée principale dans ce spot. Donc optimiser la coin, c'est vraiment quelque chose qui peut te faire gagner, même si voilà, tu n'optimises pas la pression et... J'avais pas envie de jeter cette coin assez vite, enfin très vite. Donc là on va juste drop la 3-4. On regarde les 3-3 canonniers ici. Donc voilà, on est à 2 sur 3. Le druide a toujours cette 4-4. Est-ce qu'il a l'innervate pour innervate Nourish? Il ne l'a pas ici, donc là on sait qu'on va pas se prendre... Logiquement on va pas se prendre cette 4-4 qui va rush. Et on a top deck par contre la 3-1 rush. Question c'est est-ce que l'adversaire choisit de le faire maintenant ou pas? Et je pense pas que c'est pertinent de le faire maintenant, de faire 2-4, 1-3 rush. Pourquoi? Parce que tout simplement ça voudrait dire que tu envoies les 2-3-1 dans cette 3-4 et en soi ça pouvait s'envisager hein. Mais ça me va aussi de pas le faire. Parce qu'il veut vraiment optimiser que ce soit avec les géants plus tard pour gagner la partie et voilà. Par contre, il va juste choisir de faire cette 3-1 rush, Hero Power. Et dans ce cas-là, ça me va.
là, la question arrive de est-ce qu'on a envie de pièce 7, 6, 4 parce qu'on sait que l'adversaire prochain tour va nous riche. On sait que l'adversaire va... tous les jours nous riche en fait, c'est sûr. Il a eu la 2-1 qui a split les sorts en main, donc on sait qu'il a la rampe. Donc là, j'y ai pensé au début. Hein. Quand vous voyez que je fais la pièce, c'est que j'ai pensé à faire cette 6-4 qui va dans tous les cas rusher et être immunisé, donc tuer cette 4-4 qui n'aura pas profité de l'effet de rush. Donc soit on fait ça, soit je restais sur mon plan de jeu de garder la coin. Et ici, j'ai plutôt choisi de garder la coin. Pourquoi? Parce que mon plan de jeu là, c'était de faire 2-4, donc un drop 3, mais on veut pas jouer le canonnier. 2-4, arme, et derrière, le plan de jeu, c'est de faire pièce, canonnier, canonnier. Et c'est ce qui mettait, selon moi, le plus de pression. Et derrière, en fait, s'il n'avait pas les rushs en follow-up de Nourish, ben, il devait faire face aux 3-3 qui allaient snowball, en fait. Les 3-3 qui ne sont pas gérés, c'était un moyen pour moi de potentiellement gagner la game, de faire tous les tours 8 de dégâts tant qu'il ne gérait pas ses créatures. Donc voilà, j'ai pris mon out. En fait, il faut prendre des risques contre Druid, parce que c'est un match-up compliqué. Et voilà, là, l'out que j'ai pris, c'était il n'y avait pas le sort à 7 de rush. Donc là, il va ramp tout simplement. La question c'est, est-ce qu'il va value l'Hero Power? Est-ce qu'il va préférer faire son sort à 2 pour avoir un sort de pioche, par exemple à 7 de mana? Donc là, ça va être intéressant. Est-ce qu'on choisit de faire ce petit sort à 2 ou pas? Et il choisit de faire de value l'Hero Power, tout simplement parce qu'il manque de pioche. Il n'a pas encore le sort à 7. Et potentiellement, en fait, tu préfères faire ce sort à 2 Moonlight Guidance quand tu es sûr de pouvoir jouer la carte, en fait. Comme ça, tu pioches directement l'autre carte, l'autre copie. Donc voilà, ici, on est sur le plan que j'avais dit, tout simplement. Jouer canonnier, pièce, canonnier. Et l'idée, c'est de mettre la pression, s'il a le sort à 7 qui invoque les rushs. Et au final, je me suis ravisé. Je me suis ravisé parce que je me suis dit, bon, de toute façon, son meilleur tour, c'est quoi? C'est de mettre ce sort à 7 de rush. Au final, j'ai fini par tourner autour. Parce que je me suis dit, ok, c'est fine. Dans tous les cas, on n'est pas très très bien dans cette game si on ne tourne pas autour de des rushs. Là, on va dire qu'on est dans un spot, je me dis, vas-y, même si je les garde, au pire des cas, voilà, s'il fait les 2-1 rush, je peux aller les chercher. Là, il a un très bon top deck, ça veut dire que il a un tour jouable en fait. Il a un tour jouable qui fait que il n'a pas à juste balancer des rushs. Il aurait pu Nourish, hein, évidemment, Nourish à 5, mais c'est pas le meilleur sort qu'il voulait faire. Là, il veut vraiment réduire le coût de ses géants. Et pourquoi j'ai pièce 7 de 1 rush? Parce qu'il y avait de grandes chances qu'on passe ce taunt. Qu'on allait chercher ce taunt. Et l'idée, c'est que voilà, je savais que cette 6-4 rush, si on la jouait pas maintenant, on n'allait jamais la jouer. Et au final, ça va pas trop mal se mettre. La question de est-ce qu'il va gérer 7-2-1 avec sa 4-4. Et ça va être intéressant ici. Et c'est pour ça que j'ai pièce 7-2-1 parce que je voulais forcer l'adversaire à trade 7-4-2 dans 7-2-1. Donc là, il va faire de l'armure. Il fait de l'armure. Je vais sûrement juste drop double canonnier. On espère qu'il n'ait pas les rushs de 1, même s'il y a de grandes chances maintenant. Et là, l'idée, c'est de mettre double canonnier. On regarde déjà où vont les coups. On aurait potentiellement préféré que les deux coups aillent dans cette 18. Donc on fait bien l'order correct. Là, 7-4 rush en premier. Parce que si deux coups allaient dans cette 18, ça veut dire qu'on ne prenait pas 10 ici. On rentrait un dégât de moins, mais on ne prenait pas ces 10. Et on va voir à quel point les PV vont être importants dans cette game. Donc là, on est dans un spot, on a un bon board, hein, mais là du coup, on sait qu'il va y avoir le sort à 7 qui va venir. Hein. Le sort à 7 qui va gérer tout mon board. Et de toute façon, on s'attend à plus avoir de board. Hein. L'idée, c'est juste de faire la quête. C'est de faire la quête et... je crois qu'elle est active prochain tour, ouais, c'est ça. On va jouer un drop 2 prochain tour et la quête sera active. Donc là, on a mis le plus de pression avant qu'on joue notre Okara de la quête, tout simplement. Et on espère qu'il n'y ait pas deux géants, parce que s'il y a deux géants, il y a quasiment un setup létal pour l'adversaire. Donc là, on va accélérer, et il va faire les 7-1, enfin le sort à 7 de rush, donc voilà, il a... Je crois qu'il a choisi de garder ce géant, c'est ça? Ouais, il a choisi de garder géant, pourquoi? Parce qu'il veut faire 2-4 géants. 2-4 géants, la 4-4 rush potentiellement.
Donc voilà, on va juste jouer ça. Je choisis de la jouer en premier. Je vais voir ce que je pique. Je pense que j'ai piqué l'autre, Pirate 3-2. Et là, du coup, on va juste jouer Rokara. On va taper après. Pourquoi j'ai tapé après? C'est subtilité, c'était pour augmenter les chances de toucher Mr. Smite, pour tenter de faire un OTK. Et là, par exemple, on est dans un spot. Bah, là, je vois ma main, Mr. Châtiment, le pirate à 2. Bah, si on a l'arme à 7, ça veut dire que là, on va avoir 6, plus 3, plus 7. Donc, on va avoir 17, 16 à peu près, 16, 17, plus arme à 7, 24, plus le pirate potentiel, qu'on peut avoir maximum, 8 d'attaque. Donc là, on peut avoir jusqu'à 32. Imaginons que les canons vont face. Si les canons vont face, on a 36. Donc là, là je vous montre juste le côté voir les outs. Les outs de potentiellement gagner la game sur un bullshit et tout se met parfaitement. Donc là, on a l'étal si ça se met exactement bien. Et donc si les étoiles s'alignent, donc ça doit être peut-être une chance sur, je sais pas, une chance sur 1000. Hein, mais voilà, ça peut arriver. On n'a pas eu l'arme à 7. Donc voilà, on n'a pas eu un excellent pirate non plus. Le fait de ne pas avoir eu un excellent pirate ou même une meilleure arme, ben, on va dire que, bah voilà, on est dans un spot tendu. On aurait pu être dans un meilleur spot. Là, on va devoir faire le Mr. Smite, Monsieur Châtiment, pour gérer ce board. On peut pas se dire, ok, vas-y, on setup les talents de tour, c'est juste pas possible. Ouais, parce que là, ouais, niveau PV, c'est trop short, malheureusement. Donc, Monsieur Châtiment va partir avec ça. En fait, c'est un full clear ici. Donc c'est un full clear. La 6-3 va partir dans la 8-6. Monsieur Châtiment et 3 d'attaque vont partir dans la 9-9. Donc c'est très important de d'abord taper avec les autres serviteurs. Parce qu'ils ont charge que quand Monsieur Châtiment est là. Et là on va le mettre un petit peu en accéléré. On va le mettre en accéléré. Mais vous voyez que de toute façon on prend beaucoup de temps de réflexion pour nos tours. Hein, parce qu'il y a quand même 1000 € à la clé pour le premier. Et 1000 €, il la coupe tout simplement. Donc voilà, là il va faire son power turn. Là je crois qu'il va pick... il pourrait pick Innervate ici. Parce qu'il a beaucoup de pioches en main. Je pense qu'il va pick Innervate. Donc ouais, en fait non, le power turn est passé. À voir ce que va faire l'adversaire. Il va pick ici la 1-3. La druide des récifs. Et en fait, bah, il va tout simplement... Il a 2 sorts à 7 en main. Vu qu'il a 2 sorts à 7 en main, ce qu'il va faire, c'est tout simplement faire une 1-3 et l'autre sort à 7. Et là, en fait, on a une carte qui peut punir le board de 2-1. On a une carte dans le deck qui peut punir ça, c'est la 3-4, tout simplement. La 3-4 qui fait 1 à tout le monde. Est-ce qu'on va la voir? On la top deck. Et en plus de ça, on a une bonne arme, parce que cette arme nous fait piocher en plus. Donc cette arme va nous faire piocher. On va jouer 7-3-4. On va spam tous les serviteurs. On voit qu'on a eu un très bon pirate aussi. Donc là, on va tuer cette créature. On va piocher 1. On va jouer les 2 drops 2 ici. On va être obligé de prendre un sort. L'arme est pas ouf. Et on va mettre sa face, tout simplement. Et là, on a un gros board quand même. On a un gros board. L'adversaire, s'il a Onyxia, on va dire qu'il peut gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il peut tout gérer sur... Ouais, c'est ça. Sur Onyxia, il peut tout gérer. Donc là, on espère qu'il n'est pas Onyxia. On a à peu près la lecture qu'il n'a pas Onyxia, parce que sinon, il aurait joué le tour d'avant, en fait. Et vu qu'on a cette lecture-là, on va dire que ce board va pas être facile pour lui de le gérer. Donc là, on va le mettre en accéléré, évidemment, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de prise de décision. Il va faire ce sort à 7. Il va être obligé d'empaler plein de créatures dans la 2-8. Il va sûrement faire le géant, la 3-1 rush. Et là, ouais, il va tuer 7-3-4. Il peut également tuer 7-4-3 tout simplement. Donc ouais, il drop le géant, il nerve, rush. Là, il est vraiment à la recherche de Guff. Là, il a eu son Onyxia. Il a eu Onyxia. On va la mettre en accéléré la game vu qu'il y a peu de prise de décision. Là, il y a la décision de est-ce qu'on trade. On top deck le sort 1 qui affiche 5. On va face. Mais ouais, là, il a enfin pioché l'Onyxia. Et là, il a un choix tricky. Est-ce qu'il fait Onyxia ou est-ce qu'il fait Ivus?
Et là, il va faire le choix de faire Evius parce qu'il a peur de ses PV. Il a sûrement peur en fait d'un Mr. Smite. En fait, c'est mon analyse. C'est qu'il a peur d'un Mr. Smite. Et Mr. Smite, que ferait Mr. Smite? Ça veut dire que cette 6-4 pourrait rush face. Ça ferait 6. Mon Mr. Smite, 12. L'arme à 7. 19. Et une succession de pirates qui se mettraient bien, les canons face. Voilà. Il a eu peur de ça en fait. C'est pour ça qu'il a fait ce gros taunt. Mais au final, quand on voit qu'on a eu la meilleure arme ici, on a eu une 2-5 qui nous permet de piocher. Et voilà, on a trade sur les vues. Bien sûr, il fallait aéro l'arme ici pour s'en sortir, hein, pour rester dans cette game. Mais on a pioché cette arme. On n'a pas eu le meilleur pirate. Enfin, on n'a pas eu Mr. Smite, hein, mais c'est quand même une 2-5 qui piochait. Donc voilà, il fait Onyxia. Et là, ça va être très tricky de sa part. Ça va être bien joué de ne pas trade avec ces 2-1. Mathématiquement, on va dire que c'est incorrect. Ce qui va tanker plus de dégâts statistiquement en ne tapant pas, en laissant cette 2-3 en vie que en la tradant. Tout simplement parce que si Onyxia tank des dégâts et perd des PV, bah, c'est pas value pour toi. Et là, on récupère à nouveau l'arme à 7. Et là, on va tenter d'avoir Mr. Smite. Est-ce que Mr. Smite était létal? Je ne crois pas. Mr. Smite, c'était 6, 8, 15... Mr. Smite était létal, ici. 4, 6, plus l'arme à 7, plus la 2, 3. Non, d'ailleurs, on se laisse tromper ici, parce qu'il y avait... Comment dire? Non, c'est ça, c'était létal avec Mr. Smite. 4, 6, 8, 15 et Mr. Smite 21. C'était exact létal sur Mr. Smite. Les stats d'avoir Mr. Smite, ça doit être, je sais pas, peut-être 20%, même un peu plus peut-être, ou un peu moins. C'est peut-être moins d'ailleurs. Donc là, il y avait le choix de est-ce qu'on tuait Onyxia. Ça a été le tour clé, selon moi, qui, potentiellement, je pouvais gagner la game là-dessus, je pense. Si j'avais trade cette Onyxia, mais justement, je me suis dit, ok, si je trade cette Onyxia, est-ce que je gagne vraiment la game? En fait, je me suis dit, si Kazakusan est actif prochain tour de l'adversaire, eh bien, le problème, c'est que bah, derrière, si top deck le sort à 8 des taunts, ça veut dire que j'aurais potentiellement pas de létal possible. Donc j'ai choisi d'aller face, et parce que je savais qu'il n'y avait plus de 2-1 possible, il n'y avait plus de sort à 7. Voilà, j'ai fait cette décision, ça voulait dire que sur Mr. Smite, je pouvais avoir létal. Et là, il va piocher tout son deck. On voit que Guff était bien au fond du deck, c'est pour ça qu'on avait vraiment des chances de gagner cette game. Et ici, il va prendre, je crois, la décision de tout simplement piocher. Il prend la décision de piocher, l'idée c'est de faire Kazakusan prochain tour. Il va faire un très gros taunt en plus de ça. Donc là, il pioche, on va voir ce qu'il a à côté. Donc là, il est à 12 PV en fait, il est très bas en PV, il va Innervate, poser la 2-1 pour un maximum de pression et potentiellement tanker les coups. Donc là, il faut vraiment quelque chose de fort pour gagner et on voit que malheureusement, bah, on est mort on board, on est qu'à 4 PV. Parce qu'à la fin, c'était vraiment un Mr. Smite, même avec Mr. Smite maintenant, qu'est-ce qui se passait? Imaginons que la Mr. Smite popait 6, 8, donc 4, 6, 8, Smite, Face. En fait, on avait l'étal sur Mr. Smite avec mon play. C'est pour ça que j'ai pris le plan de jeu de ne pas trade son Onyxia. C'était vraiment létal sur Smite. Je pensais pas que la game je la gagnais si je tradais l'Onyxia. Peut-être qu'on avait des chances hein, sur s'il n'y avait pas Mr. Smite, mais je pense que ça pouvait être compliqué. Donc voilà, on va maintenant s'intéresser à la game finale qui est le guerrier contre guerrier. Et guerrier pirate contre guerrier un peu lent, donc le guerrier charge tout simplement. Et face à ce guerrier charge, je pense qu'on est devant. Le seul moyen, je pense, pour Druid, pour guerrier charge de gagner, c'est d'avoir Vandar on curve. Donc s'il a Vandar sur 4 ou pas trop tard, pour moi, il a des chances de gagner. Donc là, on a le Monsieur Châtiment. Monsieur Châtiment, qui est une bonne carte à avoir en main, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on joue l'arme à 1 dans le deck. Donc là, on regarde le fond de notre deck, on va piocher la canaille. Pour le prochain tour, on est content d'avoir une arme au fond du deck, ça veut dire qu'on va pas la top deck de manière naturelle. Donc c'est bien, avec le dragage, on a la prise info, on va pas top deck la carte du fond du deck. Et donc voilà, pourquoi c'est bien d'avoir le Monsieur Châtiment, c'est l'arme à 1 qui va potentiellement la booster. Donc là, on va juste curver, on ne veut pas utiliser la pièce bêtement. Derrière, prochain tour, on a potentiellement la canaille et l'amalgame. En fait, ça va dépendre de ce qu'il va faire. Là, on va voir s'il choisit juste de drop l'arme ou s'il choisit d'Hero Power. Et je pense qu'il va choisir de drop l'arme, hein, parce que 4 de mana, c'est cher.
il va choisir drop l'arme et c'est pour ça que le prochain tour, je ne vais pas faire double tour 2. Parce que je lui donne des cibles pour piocher, tout simplement. Là, je suis content d'avoir une créature à 4 PV parce que je l'empêche de piocher. Donc là, on va juste jouer une 3-4, on va mettre l'arme, on espère buffer Mr. Smite. On peut mettre un petit peu plus en accéléré, parce que les prises de décision, bah, je les explique tout simplement. Et elles sont assez simples pour l'instant. Là, voilà, on a Mr. Smite qu'on espère buffer un jour. On n'a pas buffé Mr. Smite, on a buffé la créature de gauche. Après, à tout moment, quand on va jouer Mr. Smite, ça va être aux alentours de tour 7, 8 avec la pièce. Si on a l'étal, bien évidemment. Et du coup, c'est bien de buffer notre créature à côté si on peut la jouer avec Mr. Smite en soi. Donc là, il a eu le sort à 2 qui lui permet de piocher des cartes, hein, et c'est ce qu'il voulait. Donc là, il y a eu un monde où, ok, est-ce qu'on peut retourner autour de la pioche? Je crois que je vais d'abord jouer la canaille ici. Et même s'il prend la pioche, en fait, je me dis c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que on a Mr. Smite en main. Ça veut dire que là, à tout moment, s'il tank des dégâts avec son arme, même s'il pioche, ben, on va lui rentrer beaucoup de dégâts en fait. Enfin, il peut très très clairement mourir sur le tour de on joue la quête et derrière on fait Mr. Smite. C'est l'argument en fait de pourquoi on se dit on s'en fout, on lui laisse, vas-y. Si tu veux pioche, mais il prend des dégâts en fait. Donc là, je réfléchis longtemps à quoi jouer. Est-ce que je joue 7-3-4, pièce, matelot, par exemple? Et ici, je crois que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je préfère faire sac le canonnier parce que canonnier se fait gérer facilement. Et donc voilà, je mets le plus de pression sur le board. J'augmente mes chances de buffer Monsieur Châtiment en n'ayant que 3 serviteurs en main. On a buffé le Monsieur Châtiment. Il a 21. La question c'est est-ce que est-ce qu'il va repiocher? Donc là il va piocher, il va passer à 18. Il passe à 18 et faut voir s'il a un moyen de tout simplement. Là il peut piocher 3 cartes. Donc on va voir s'il a un moyen de gérer cette 3-4 par exemple. Là on voit qu'il pioche, il pioche Monsieur Châtiment, il pioche Baston numéro 2. Et là il va sûrement chez le bloc et chez le slam à 3-4. Le problème c'est que en fait, cette version, c'est bien. Tu joues un des combos et tout. Le truc, c'est que ça peut être très lent. Si t'as pas Vandar, c'est très très lent. Parce que, en fait, t'as encore moins de removal que avant. Tu joues vraiment plus de serviteurs et du coup, moins de removal. Ça veut dire que t'es... Là, on voit que juste ce board, c'est 5 d'attaque, mais c'est très chiant pour Warrior. Hein. C'est très chiant. On lui force à faire des single removal, sauf qu'il en joue déjà pas beaucoup. Et voilà, c'est très chiant. Et là, on va remettre un board et pareil, on va potentiellement forcer une baston, à voir. Là, je réfléchis, est-ce que je fais l'amalgame ou pas? Là, en fait, je vais faire un tour. Pour moi, c'était pas forcément le plus opti. Mais, en fait, ce que je voulais faire dans ce spot, c'est Value l'Hero Power. Juste faire un coup d'Hero Power, histoire que ce soit fait. Et ça veut dire qu'on tourne autour de Mr. Smite, Furie des Vents, par exemple. C'est quoi l'idée? C'était Mr. Smite, 9-9 charge. Enfin, je voulais être à plus de 30 PV en tout cas. L'idée c'est, imaginons, il setup une arme et derrière, ils me mettent à 24. Derrière, Monsieur Châtiment, Copie et Furie des Vents. C'était autour de ça que je voulais jouer. C'est pour ça que j'ai préféré faire Hero Power. Et dans tous les cas, l'amalgame, c'est un drop 2. Je me dis en fait, rien que ce board déjà peut forcer une AOE. Déjà que je vois que c'est dur pour lui de gérer mon board, ça sert à rien de lui donner de meilleures cibles. S'il a le meilleur arrow qu'il peut avoir pour gérer ce board, c'est le sort à 10. S'il a le sort à 10, il fait de l'armure, il tue tout mon board. Du coup, j'ai perdu 2 d'armure dans le tour. Et du coup, le fait d'avoir aussi peu de créatures sur le board, l'argument c'est quoi? C'est, ok, il va se dire c'est un board pas menaçant. Je vais être obligé de, voilà, comme là il fait maintenant, il va grid pour piocher. Parce qu'il a peut-être en même temps pas trop le choix. Il a pas trop le choix ici. Est-ce qu'il va faire de l'armure? Il fait de l'armure. Maîtrise du blocage. Il cherche vraiment l'AOE à 10. Et là, il est à 18. On n'a pas l'étal avec Smite. Mais par contre, on a potentiellement l'étal le prochain tour. Hein. Ici, on va jouer 7-2-2. Et ensuite, on tape. L'idée, c'est de buffer un de ses 2 serviteurs en main. Et là, on voit il est très bas en PV. Et en fait, voilà. Le fait d'avoir économisé 2 PV, ça me paraissait correct. C'est-à-dire, je me disais, ce board nécessitait déjà assez de menaces avec 7 d'attaque sur le board.
et ça revenait à perdre 2 PV. Parce que dans tous les cas, si je savais que si je gérais pas mes créatures avec la OE à 10 par exemple, et ben il perdait la partie parce que j'avais Mr. Smite et l'amalgame. Donc voilà, quand vous identifiez que vous mettez suffisamment de pression sur le board, bah, c'est correct d'Hero Power tout simplement. Face à un deck qui peut vous OTK. Donc c'est bien d'essayer de se mettre out of range. Et là on voit qu'il est à 9 PV au maximum, il peut monter à 19, donc il va sûrement trade cette plaque lourde vu qu'il en a 2 en main en plus. Et là, je pense pas que mathématiquement il y avait un moyen pour lui de se mettre hors range de Monsieur Châtiment. Il pouvait tout simplement pas tourner autour, hein. Il espère qu'on l'ait juste pas. Il y a des cartes qui bougeaient pas dans notre main, donc il se doutait. Hein. Et puis la façon dont je jouais, hein, de taper après avoir joué un maximum de serviteurs, c'est le petit tips qui est censé donner si t'es l'adversaire de est-ce que Monsieur Châtiment est là ou pas. Et là, Monsieur Châtiment 9. Plus 2, plus 3, plus ce top deck qui fait même 5 en plus, même si on avait l'étal avec l'amalgame. Et voilà, du coup, c'était une très beau match. La meilleure game, c'était vraiment la game de... comment dire, c'était vraiment la game de DH contre druide qui était très tricky, vraiment les prises de décision. Je pense que le BO se joue là-dessus, parce que si derrière le druide passe... ça allait être très très compliqué pour le DH. Donc voilà, parce que le chaman était passé. Mais au moins voilà, très content du DH qui aura fait ce qu'il avait à faire. Et bah la preuve, hein, il m'a emmené en finale et il m'a fait gagner. Donc voilà, sur ce, bah, les prochaines vidéos seront de l'analyse des games en question, enfin des match-up. Beaucoup plus de vous montrer comment jouer les decks, comment optimiser les listes pour le ladder. Et voilà, les bons match-up, les mauvais match-up, un peu tout simplement les présentations des meilleurs decks. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et tchuss.